Mardi 14 novembre 2017, fidèles téléspectateurs, partout où vous nous recevez au Mali et dans le reste du monde, bonsoir et bienvenue. Voici l'heure de votre journal et c'est parti. En vue des échéances électorales générales de 2018, la Haute Autorité de la Communication, autrement dit HAC, organise un séminaire international sur les thèmes la régulation des médias en période électorale. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi 13 novembre 2017 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako sous la haute présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. Ils sont environ une dizaine de pays à prendre part à ce rendez-vous, premier du genre de la Haute Autorité de la Communication, organe régulateur du secteur de la communication audiovisuelle au Mali. La présente rencontre avec les instances de régulation d'autres pays a pour objectif, selon les organisateurs, de renforcer les capacités de l'organe à travers les échanges d'expériences durant les 3 jours qui vont durer les travaux et de prendre des dispositions appropriées en vue des élections de 2018. La mission de régulation de la Haute Autorité de la Communication concerne donc tous les médias. Elle s'exerce à tout moment, notamment en période électorale. La mission de régulation de la Haute Autorité de la Communication en période électorale ne se confond nullement avec les attributions du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Au contraire, elle les complète et comble un vide dont la persistance peut être source de regrettables dérives. C'est pour prévenir ces dérives éventuelles que la Haute Autorité de la Communication organise ce séminaire dans le cadre du renforcement de ses capacités et en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Participent aux travaux les présidents et experts des institutions de régulation de la communication des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine et de la Guinée-Conakry, du Cameroun, du Maroc, les représentants de l'OIF, de Canal France International et des experts internationaux et des experts nationaux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi ensuite de rappeler que c'est à la faveur de sa première session ordinaire tenue en avril 2017 que notre jeune institution a projeté d'organiser cet événement. Lorsqu'elle prenait cette décision, elle n'avait que ses idées et son initiative. L'initiative de prendre en amont les dispositions idoines en vue des échéances électorales de 2018. Comme vous savez, l'année prochaine, nous avons les élections présidentielles au Mali. Ça, c'est une très bonne chose de voir comment réguler, parce que la HAC est venue entre 2 élections, comment réguler les élections présidentielles l'année prochaine. Et nous pensons qu'avec l'expertise de la francophonie, de la HAC des autres pays qui ont déjà vécu ça, et c'est une très très bonne chose pour tout le monde. Et nous-mêmes, on s'attend à ça, on s'attend qu'il en sorte des trucs hyper positifs pour que nous puissions avancer bien, dans le bon sens. Le Premier ministre qui présidait la cérémonie n'a pas occulté la lourdeur de la responsabilité de la HAC avant de l'inviter à plus de professionnalisme. Vous le savez mieux que quiconque, la liberté de la presse est un indicateur cardinal de la vitalité de la démocratie. Je n'ai pas besoin d'insister outre mesure sur les dangers que fait courir à cette démocratie une utilisation biaisée des médias à des fins contraires à leur vocation initiale, celle de contribuer à l'émancipation des citoyens. Vous l'avez rappelé, chacun dans son propos. Au cœur de cette vocation se trouve la protection des citoyens, notamment les publics les plus vulnérables. Je pense particulièrement aux jeunes. Vous avez également la grande responsabilité d'encourager les médias à promouvoir toutes les valeurs sociétales, notamment axiologiques, comme l'éthique et la morale au sein de la communauté. Ces échanges devront permettre le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale entre la HAC et les instances sœurs, notamment le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC et la plateforme de l'IEMOA. Et puis, suite au changement des saisons climatiques, l'on constate pendant cette période une brume de poussière, surtout
Le matin, sortir sans se protéger peut être nuisible pour la santé de l'homme avec des facteurs aggravants. En général, ce sont les enfants et les vieilles personnes qui sont les plus exposés au risque de maladies liées au froid. Voilà pour vous un micro-trottoir qui s'intéresse au sujet. C'est une réalisation de Tata Touré et Baba Keïta. Après la saison pluvieuse, nous sommes en période du froid. Donc tout le monde sait qu'après une saison pluvieuse, il y aura une période de froid. Donc maintenant, il y a toujours des inconvénients. Pendant la saison pluvieuse, la saison pluvieuse a ses inconvénients aussi. Ses avantages et ses inconvénients. Puisque avec la saison pluvieuse, il y a des moustiques, une multiplication de moustiques, tout le monde le sait déjà. Donc il y a une stagnation d'eau au niveau des caniveaux, des quartiers. Donc il y a toujours des saletés partout. Donc tout le monde sait qu'après une saison pluvieuse, il y a toujours une épidémie du palu. Tout le monde est au courant de ça, unanime de ça. Il y a une épidémie du palu. Nous sommes à une saison de froid. Tout le monde sait que pendant le froid, il y a toujours un syndrome grippal, surtout les personnes âgées. Tout le monde est affecté avec la dune de poussière que tout le monde voit actuellement. Donc tout le monde est grippé à l'heure actuelle. Chacun doit se protéger, surtout les enfants. Mais il ne faut pas laver les enfants dehors. Donc laver les enfants à l'intérieur de la maison. Et puis bien les protéger en portant des habits lourds pour les enfants. Donc il faut toujours utiliser des huiles gommées pour les dunes de poussière pour protéger les enfants. Même les adultes, on doit bien se protéger. Et si vous les lavez, il faut d'abord que ce soit avec, surtout maintenant, il faut que ce soit avec de l'eau tiède, hein, pour éviter la toux, les rhumes et ainsi de suite, et les pneumonies. Tout le monde sait que quand tu as le rhume c'est un signe annonciateur de maladie. Donc avec le rhume, l'état grippal, tu as des fièvres, tu as des courbatures, donc tu as l'impression que tu as le palu. Donc vraiment, chacun doit se protéger. Tout le monde doit se protéger, surtout ceux qui ont des agents à 2 roues. Les agents à 2 roues, donc normalement ils doivent se protéger. Surtout il y a le courant d'air, donc pour porter des habits lourds, des pulls, donc les cache-nez aussi contre le vent. Donc les personnes âgées aussi doivent bien se protéger. Et on a quitté l'hivernage et maintenant on aime de plus en plus. Le froid a commencé maintenant il y a quelques jours. Donc maintenant, pendant cette période, on doit protéger beaucoup. Tout le monde doit se protéger, mais l'accent doit être mis sur un certain nombre de couches qui sont fragilisées, telles que les enfants, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes sans l'aide de quelqu'un d'autre, telles que aussi les personnes âgées aussi, qui sont fragilisées aussi, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes sans l'aide de quelqu'un d'autre aussi. Parce que cette période peut entraîner beaucoup de maladies, telles que les maladies respiratoires, où on voit la toux est là, même la pneumonie est là, les infections respiratoires globalement, donc d'où l'importance de faire attention à ces couches fragilisées, en les protégeant bien. Pourquoi je mets l'accent sur le cas de ces 2 couches-là? Parce que ce sont des couches les plus fragilisées. Alors que mieux vaut prévenir que guérir. Donc on sait que s'il y a ces maladies-là, non seulement le temps d'aller à l'hôpital et retourner pour les ménagères, c'est important. Donc pour optimiser tout ça, ou bien pour gagner le temps, donc d'où l'intérêt de faire la prévention. En tout cas, c'est très important. Mieux vaut prévenir que guérir. Et je demande à la télévision Chérifila de perpétuer cette activité-là. Et ça permettra aussi à vos téléspectateurs aussi de se faire beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup d'informations sur leur état de santé.
Et puis, une lecture du Saint-Coran a été organisée dans la commune de Djio pour implorer Dieu. Initiée par le maire de cette localité, l'objectif était de faire des prières, des bénédictions et des sacrifices pour que la paix durable et les vivre ensemble règnent dans leur commune. Et c'était ce lundi dans la grande mosquée de Djio en présence des fidèles musulmans et les autorités politiques. Je vous propose d'écouter le maire et son conseiller. Ils sont au micro d'Amadou Diallo et Samba Traoré. Je suis très ravi de ce qui s'est passé aujourd'hui à la mosquée de Diogar. La mairie a pris l'initiative de réunir les imams, les chefs de village, les chefs traditionnels pour faire une cérémonie de lecture du Coran et en même temps faire des bénédictions. L'initiative est très salutaire parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin de bénédictions de nos religieux. Il faudrait que la population aussi, elle comprenne que le Dieu nous est là, il nous surveille, il nous entend, il nous écoute, il nous voit dans tous nos actes, il nous surveille. Donc il est temps qu'on revienne à Dieu, qu'on suive le chemin tracé. Et c'est là que se trouve notre salut. Je souhaite que toutes les bénédictions qu'on a eu à faire aujourd'hui à la mosquée ne soient pas des bénédictions vaines. Que la population comprenne que c'est ensemble, embarqués, que Dieu sera satisfait de nous. Mais tant que nous n'aurons pas l'amour du prochain, tant que nous ne changerons pas de comportement, le Dieu n'aura pas pitié de nous. Bon, vraiment, cette initiative que j'ai eue aujourd'hui, c'est déroulé concernant l'hivernage n'a pas bien déroulé chez nous. Bon, vraiment, j'ai eu beaucoup de listes par rapport au recensement. Parce que les priorités ne jamais donné rendement cette année. Donc, compte tenu de toutes les demandes des âges, j'ai demandé à approcher l'imam de Djio. Vraiment, cette année, on a des difficultés. Et quel chemin qu'on peut faire? Et je vais commencer d'abord à faire les courants. Bon, on a envoyé tous les messages dans les villages. Vraiment, les messages sont répondus. Beaucoup de gens qui sont venus. Donc, je suis heureux aujourd'hui de faire ça aujourd'hui. Vraiment, l'initiative que j'ai fait ça, vraiment aujourd'hui, notre commune, ça ne va pas. Lancer cet appel-là, tout ce qui peut nous aider à Djio. J'ai une population de 7 villages, plus de 10 000 habitants. On a beaucoup de difficultés cette année. C'est pour cela qu'on a initié ça à Djio ici, pour que les gens puissent nous aider. Actualité hors du Mali, vous le savez, le Forum de Dakar a commencé depuis hier lundi 13 novembre 2017 dans la capitale sénégalaise. Cette rencontre réunit 800 intervenants, acteurs politiques, experts, chercheurs, membres de la société civile et se veut un lieu informel pour évoquer les questions de sécurité. La première journée a été marquée bien sûr par le débat entre les chefs d'État et hauts responsables d'institutions présents. Amadou Kamara pour plus de précisions. Le Forum de Dakar a commencé lundi 13 novembre dans la capitale sénégalaise. Cette rencontre réunit 800 intervenants, acteurs politiques, experts, chercheurs, membres de la société civile et se veut un lien informel pour évoquer les questions de sécurité. La première journée a été marquée par le débat entre les chefs d'État et hauts responsables d'institutions présents. Sur la grande scène, il est le premier à avoir pris la parole lundi au Forum de Dakar. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a placé la barre très haut. L'Afrique s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, assure qu'à chaque appel, il s'inquiète que vais-je encore apprendre. Notre environnement aujourd'hui est très difficile, a-t-il dit. Financière à hauteur de 700 000 € de ce forum, le Japon, représenté par le vice-ministre des Affaires étrangères, Masa Issa Sato, a rappelé qu'aux Nations Unies, les problèmes africains sont évoqués au quotidien, mais que l'Afrique n'y a pas suffisamment d'importance. Il n'y a pas de membres permanents africains au sein du Conseil de sécurité. Cette injustice historique devra être corrigée, a-t-il insisté. Le président Macky Sall a sans doute été le
plus incisif en rappelant que le mandat des forces de paix onusiennes n'était pas adéquat et en appelant à la solidarité à l'échelle mondiale. Le terrorisme et ses causes doivent être traités partout avec la même détermination, a-t-il lancé. Tant qu'il reste une zone de vulnérabilité, nous continuerons tous d'être exposés à la menace. Fin de citation. Et puis, commémoration de la journée mondiale du diabète ce 14 novembre au Mali et partout dans le monde. Dans notre pays, les spécialistes de la santé révèlent que le taux de prévalence a augmenté de 9 à 10%. Bien sûr, ce qui s'est traduit par un chiffre alarmant de près de 2 millions de personnes vivant avec le diabète au Mali. Ahmadou Diarra. Depuis sa création en 1991, la journée mondiale du diabète organisée chaque 14 novembre est le symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. Le diabète a été très souvent l'apanage des pays riches avec leurs corollaires de mauvaise nourriture comme les biscuits apéritifs, les chips ou les fast-foods. Mais le diabète ne cesse de se développer aussi dans les pays pauvres où sont concentrés 80% des diabétiques dans le monde. Précarité, faible revenu, sédentarité et obésité sont parmi les principaux facteurs de risque. Au cours d'une réunion tenue à Bamako récemment au siège de l'Organisation mondiale de la santé OMS avec les spécialistes, il est ressorti qu'au Mali, près de 2 millions de personnes vivent avec le diabète, soit un taux de prévalence national de 9 à 10%. L'OMS estime que ce taux de prévalence augmente de jour en jour dans notre pays. Pour faire face à la maladie, les responsables de l'organisation recommandent donc aux diabétiques de contrôler leur régime alimentaire. Selon les spécialistes de la question présente à la rencontre, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de cause, mais des facteurs qui nous poussent à développer cette maladie. Et comme facteur, ils citent deux types. Primo, le type héréditaire, c'est-à-dire celui avec lequel on est. Secondo, le facteur lié au comportement des humains, au régime ou excès alimentaire. Le traitement du diabète type 1 et 2 passe par une meilleure diététique et des injections d'insuline pour normaliser la glycémie. Et maintenant, place au tour d'horizon de l'actualité africaine, en bref et en images, une compilation de Marietou Diallo. Près de 130 000 panneaux installés sur une surface de 55 hectares. C'est un chantier colossal qui vient de sortir de terre. La plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest sera inaugurée à la fin du mois de novembre 2017. Elle a été construite à Zaktouli, dans la banlieue de Ouagadougou. Cette centrale d'une capacité de 33 MW crête produira environ 5% de l'électricité du pays. Une construction financée par l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Un projet qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le Burkina Faso lors de la COP 21. C'est surtout là une première étape pour un pays qui entend désormais clairement se tourner vers le photovoltaïque. Omar El-Béchir, le chef d'État soudanais, est arrivé ce lundi en Ouganda pour une visite officielle de 2 jours. Recherché par la Cour pénale internationale, le président soudanais a plutôt reçu un accueil hostile des ONG de défense des droits de l'homme qui exigent son arrestation. En tant que signataire du traité de Rome, texte fondateur de la Cour pénale internationale CPI, l'Ouganda a le devoir d'arrêter le président Béchir qui est sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux délivrés par la Cour pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, génocide dans la région de Darfour, clament ces ONG. Lundi, ces ONG ougandaises et internationales ont réitéré cette obligation de l'Ouganda, exigeant que le pays livre son hôte à la CPI. Selon les derniers bilans officiels, 407 personnes ont été tuées et plus de 7000 autres blessées dans le séisme de 7,3 degrés qui a frappé la province de Kermanshah dans l'ouest de l'Iran. Les opérations de secours et de sauvetage ont pris fin car, selon les autorités, il ne devrait plus y avoir de survivants ou de corps sous les décombres. C'est un jour de deuil en Iran où les écoles resteront fermées ce mardi. Dans de nombreux villages éloignés, les habitants ont eux-mêmes sorti les blessés ou les morts des décombres avant même l'arrivée des secours. Quelques 12 000 maisons ont été durement endommagées, selon les autorités, dont certaines à 100%. Près de 2000 villages ont été endommagés, ce qui rend les opérations de secours très compliquées. De nombreux habitants se plaignent de ne pas avoir reçu de l'eau, de la nourriture et surtout des couvertures, alors que les nuits il fait très froid. Selon les autorités, 22 000 tentes et 50 000 couvertures ont été envoyées sur place, mais certains habitants n'ont pas reçu de couverture.
Voilà, point final à cette édition d'information de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision et à très bientôt.